Bonjour à tous, dans cette vidéo on va réaliser l'étude de cas de Oraskin. Oraskin c'est une marque dans la niche du soin, de la skincare premium, et l'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on voit qu'une situation est presque critique pour cette marque, et comment est-ce qu'on va faire pour élaborer une stratégie pour passer de cette phase critique à une phase qui est beaucoup plus profitable et qui est bien plus orientée long terme, avec évidemment plus le côté vision mis de manière claire. Dans cette étude de cas on va évidemment élaborer une stratégie en passant par les quatre grandes catégories: l'acquisition, la conversion, la rétention et la vision long terme. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Noé Pradier, je suis dirigeant et fondateur de Mediaprime, un cabinet spécialisé en conseil de stratégie business pour les entreprises. Passons au côté contexte. Alors au côté contexte, qu'est-ce qu'on a? C'est une marque digitale D2C, direct to customer, Aura Skin, dans la niche du soin, de la skincare premium accessible. Le canal principal, évidemment, c'est le e-commerce, il n'y a pas vraiment de boutique physique. L'audience, c'est de 25 à 40 ans, un CSP, donc socio-professionnel, c'est plutôt chef d'entreprise, cadre, des statuts à peu près de ce genre, assez bien cotés. Ensuite, c'est plutôt voilà, urbain, mais surtout sensible au marketing, sensible au branding et à la preuve sociale. Donc là, on touche plutôt une braquette de personnes qui sont un peu plus dans le côté huppé de la société, on va dire, si c'est bien dit de ma part. En situation actuelle, on a un lancement d'il y a plus de 18 mois maintenant, un produit principal qui a été validé, parce qu'on va voir dans les chiffres juste après que la validation de marché a occurré. Très bon branding, Instagram, site et UGC. L'acquisition principale, c'est Meta Ads et influenceurs métiers. Donc, influenceurs métiers, c'est simplement des influenceurs moyennement connus. Et dans les chiffres actuels, c'est là que je parle de validation de marché, on a un chiffre d'affaires qui est de 1,4 million et un panier moyen de 62 euros, très bien, et marge brute, excellente d'ailleurs, 68%. Là, on est parfait, mais justement, il y a un petit quoi qui arrive, c'est le repeat faible qui est là, hein, qui est existant, mais qui est malheureusement très faible, à 22% au bout de 6 mois. C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté aujourd'hui, par exemple, il n'y aura que 22% de ces personnes, de cette cohorte de personnes, qui rachètera dans 6 mois. Donc un repeat qui est faible en termes de pourcentage, mais aussi en termes de longueur. Donc, Oraskin, si vous voulez voir un peu, c'est voilà, des chiffres, des produits un peu de ce style, avec quand même un petit esprit brandé, quelque chose de très beau et très épuré. Sans passer par quatre chemins, on va voir que le côté acquisition, c'est là que va se révéler certains points. Premièrement, l'intuition spontanée, quand on a des bons chiffres comme ça, 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires, des bons paniers moyens, des paniers moyens de maîtriser, ce qu'on a comme intuition, c'est le produit marche, donc on scale les ads. Donc on duplique les créas qui convertissent, donc on ouvre TikTok Ads, Google pour compenser Meta, et plus de volume, plus de croissance. Ce qui est important de notifier dans le petit point de contexte, c'est que les coûts d'acquisition client commencent à augmenter. Justement, c'est ça la phase critique dont je parlais, c'est que les coûts d'acquisition client commencent à augmenter, on commence à avoir un peu moins de traction sur le compte Ads, et donc ce genre d'intuition arrive quand il s'agit des stratégies d'acquisition. L'erreur stratégique, c'est d'optimiser un canal avant d'avoir défini ce qu'on veut réellement amplifier. Et surtout, avant de trouver un bon moyen de scaler via la rétention. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc la stratégie d'acquisition, quelle est la stratégie d'acquisition à employer? Là où il faut aller stratégiquement, c'est raisonner en angle narratif, en traction organique et en omniprésence. Le but, c'est de se dissocier du chiffre d'affaires qu'on réalise avec la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire toujours avoir des nouveaux clients et que ce soit ça le flux de notre business. Il faut se dissocier de cette situation-là. Le but, c'est d'aller justement vers la situation où on a de la traction organique. En dehors du compte ads, notre marque arrive à vivre, arrive à faire du chiffre d'affaires. Donc, évidemment, un côté organique qui est en général bien utilisé par les marques, c'est l'email sequence, mais moi ce que je veux, c'est aller plus loin que ça, plus loin que l'email sequence. Et ça peut être séparé, enfin le but c'est de le séparer clairement avec des créas qui soient organiques, donc c'est-à-dire des créas qui soient postés de manière organique et faire en sorte qu'il y ait de la traction à ce niveau-là, et des créas pour le compte ads, et des créas pour d'autres, des créas dans le ad account qui permettent de bien rediriger. Moi ce que je veux que vous compreniez, et je vais faire un petit schéma pour que vous compreniez, c'est que le compte ads en lui-même, il va attirer un certain nombre de trafic. Mais ce trafic, au bout d'un certain temps, il va justement périr parce que en général ce qui arrive c'est que plus on fait des ads et plus l'algorithme méta va trouver des personnes, certes, mais il ne va pas forcément en trouver des nouvelles au fur et à mesure du temps. À partir du moment où on commence à faire plusieurs millions de chiffres d'affaires, bon, là c'est des millions de chiffres d'affaires par an, mais si on commence à aller proche de 5, 10 et 15 millions par an,
là on commence à se poser des vraies questions de scaling, parce que là on arrive justement vers la fin, vers le petit plafond de verre. Et donc pour augmenter pour repartir à la hausse, et justement faire en sorte de ne plus avoir ce côté saturation en fait avec notre compte ads, eh bien il faut commencer à penser aux stratégies organiques. Donc simplement, juste pour faire une petite aparté, après on reviendra aux estimations chiffrées, le côté organique, comment est-ce qu'on peut le construire? La manière de le construire, ça peut être simplement en le déléguant à des créateurs de contenu. Imaginez des gros créateurs de contenu qui sont influents, qui ont de l'autorité sur votre niche. Ça peut être, je sais pas, imaginons dans la niche de la santé, pour le côté américain, il y a Andrew Huberman. Il y en a d'autres, des personnes évidemment qui ont assez d'autorité et assez d'impôts qui imposent dans le game, on va dire. Et ce genre de personnes, il faut que vous puissiez déléguer cette création de contenu à ce genre d'autorité. Comme ça, au moins derrière, vous avez de la traction organique sera redirigée directement sur votre page. Mais ça, c'est pas assez suffisant. Moi, la manière dont je vois l'organique, c'est pas juste des influx. Moi, ce que je veux que l'on voit sur vos marques, quand on commence à vraiment parler de scaling, c'est d'essayer d'avoir des séries. Le but, c'est d'avoir des séries qui soient directement intégrées dans vos comptes de réseaux sociaux. Donc par exemple, une marque qui le fait plus ou moins bien, on va dire, c'est celle qui a un peu commencé cette série, c'est d'avoir par exemple Michelin. Michelin à l'origine c'était évidemment, enfin ça l'est encore hein, évidemment, mais c'est simplement une entreprise de pneus. Le but c'est qu'ils vendent des pneus pour des voitures. Et ils ont inventé le guide Michelin, le fameux guide Michelin, qui permet de comprendre, enfin de savoir quel restaurant a le meilleur, enfin qui est-ce qui vaut le détour. Au début, la première étoile, c'était un restaurant qui valait le coup, mais qui valait le coup uniquement si vous étiez là. 2 étoiles, c'était évidemment, ça valait le coup de faire le petit détour si vous étiez dans les parages de ce restaurant. Et 3 étoiles, ça valait le coup de faire la route complètement pour aller à ce restaurant. Alors l'idée simplement derrière ce petit guide Michelin, c'était que ce livre, tac, on va faire un livre, c'était que ce livre vous oriente et vous pousse à prendre la voiture et donc à user vos pneus. C'était juste ça l'idée. Et donc moi ce que je veux c'est que vous reproduisiez un peu ce contexte Michelin, on va dire. Ça c'est les pneus, hop, ça c'est Michelin. Le but c'est que vous reproduisiez un peu cette mécanique, c'est-à-dire essayer de trouver quelque chose, essayer de trouver une série qui parle à votre audience, mais qui puisse en même temps permettre de faire consommer votre contenu. Imaginez par exemple Red Bull. Et Red Bull c'est un super exemple aussi de stratégie d'acquisition organique. C'est de réaliser de sponsoriser des sports extrêmes, mais aussi sponsoriser des challenges qui soient totalement fous, parce que ça reprend les codes de la marque, c'est-à-dire Red Bull donne des ailes, c'est une boisson énergisante, ça donne envie de faire des choses qui poussent à l'adrénaline. Donc on est évidemment dans ce cadre-là. Le but c'est juste de trouver une série organique que l'on peut propulser sur ses réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de sa marque, pour ensuite pousser à la rétention et surtout pousser à une nouvelle audience sur votre juste pool d'audience, enfin pool de clients je veux dire. Donc les séries, ça va permettre d'avoir plus de trafic. Donc ce trafic, il va être targeté par le côté, hop, le côté ads. Parce que les ads, en fait, elles vont pas avoir de boulot à faire parce que justement, si vous faites du retargeting si vous faites du retargeting sur votre audience qui est déjà stimulée par votre série organique, et bien derrière votre coût d'acquisition il va diminuer. Donc simplement pour fermer la petite aparté, l'estimation chiffrée qu'on peut en avoir de cette utilisation de contenu organique, c'est de tout simplement d'avoir un chiffre d'affaires qui passe de 120 000 euros par mois à 150 000 euros par mois. Je pense que ça peut même aller beaucoup plus loin, mais juste au court terme, on est vraiment sur ça. Un coût d'acquisition client qui est maîtrisé malgré l'inflation. Et au moyen terme, on peut aller chercher une capacité à investir à 2 fois, 3 fois plus en ads sans dégrader la marge. Parce que, évidemment, quand on a de la rétention, on a ensuite beaucoup moins de pression marketing sur le côté stratégie d'acquisition d'ads, enfin par l'ads. L'effet caché, c'est que les ads deviennent un outil de design stratégique, pas une dépense. Et surtout que le côté organique prenne la main et prenne la relève sur votre pression marketing, on va dire. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus le compte ads qui va fuel un peu votre marque, mais c'est aussi votre côté organique.
Donc, ensuite, maintenant qu'on a la stratégie d'acquisition un peu mieux définie, ce qu'on voit, c'est la conversion. L'intuition spontanée, le piège en tout cas, c'est de toujours vouloir optimiser le site, de faire plus de reviews, d'avoir un meilleur copywriting et d'avoir un funnel plus long. Mais en réalité, c'est tout autre. Le choix qu'il faut faire, en tout cas l'erreur, c'est de croire que le problème est le site, alors que le problème, c'est la décision. Et donc, il faut que déjà le principe même de la conversion soit respecté. Le principe même de la conversion, c'est avoir un funnel qui soit court et un funnel qui soit compréhensible. En gros, un chemin client, un parcours client qui soit super simple. Le but, c'est de réduire volontairement les choix, les chemins et les variantes pour que la personne, une fois qu'elle soit sur le site, elle soit limite proche du checkout. Faut pas qu'il y ait un chemin qui soit super long, que ce soit de balancer le client dans la jungle, dans votre jungle, c'est-à-dire balancer votre client sur un site qui est beaucoup trop brouillon ou en tout cas qui a beaucoup trop de choix. Le but c'est de transformer la page en produit, c'est-à-dire un point d'engagement, pas juste de vente. Transformer la page produit en engagement et non plus une seule vente. Et donc l'idée c'est de transformer le wording pour que ce wording soit plus orienté engagement et non pas juste vente spontanée. Et donc c'est ça, ce wording qui va pas forcément faire augmenter votre conversion au point stratégique, c'est-à-dire que la conversion, le taux de conversion, l'estimation chiffrée qu'on peut en avoir, c'est 4% sans toucher au trafic. Plus 4% sur votre taux de conversion, c'est pas énorme. C'est même médiocre, c'est pas ça qui va faire changer vraiment vos ventes. Mais par contre, ce qui va être augmenté, c'est l'achat répété. Parce que quand on tourne le wording non pas sur un côté achat spontané, mais vraiment un achat sur le long terme, là, on va vraiment faire changer votre LTV, on va faire changer votre dynamique de business. Le panier moyen, pareil, on va pas le faire passer de 62 à 63. Le but, c'est de le faire passer de 62 à 85, 95, parce que le wording, j'espère bien le souligner maintenant, le wording, c'est le plus important, c'est de l'orienter vers le côté long terme. Et donc, c'est pour ça que ça va nous amener un panier moyen beaucoup plus élevé. Le CA mensuel potentiel, c'est évidemment de 150 à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense au court terme. Maintenant, au long terme, évidemment, ça peut être exponentiel parce que il y a beaucoup trop de facteurs pour pouvoir calculer en amont. Mais par contre, on peut largement dépasser les 200, 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Largement. Maintenant qu'on a vu la conversion, c'est important de comprendre que le trafic, on a à peu près la vision de ce qu'on peut avoir comme trafic, on a la vision de ce qu'on veut au niveau de la conversion, et maintenant ce qu'on veut c'est comprendre la rétention, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure rétention client. L'intuition spontanée, évidemment, c'est d'avoir cette idée de dire on lance un abonnement, on fait des bundles, on envoie plus d'emails, on pousse le cross-sell, et c'est une erreur majeure parce que tenter de forcer la rétention par l'achat, c'est ce qui va faire plomber justement votre crédibilité et qui va faire plomber juste votre LTV. Là où il faut aller, c'est penser la rétention avant la première vente, c'est-à-dire créer une communauté fonctionnelle et pas juste émotionnelle. Et c'est ça que j'essayais de souligner dans la stratégie d'acquisition organique, c'est une fois que la personne voit votre contenu pendant, imaginons, 7 heures. Imaginons qu'elle voit pendant plus de 7 heures votre contenu, qu'elle est vraiment attachée à cette série et qu'elle est attachée émotionnellement à chacun des influenceurs ou chacune des personnes. Donc pareil, des petits head talk. Hop, on fait des petits head talk parce que j'aime bien, c'est des influenceurs on va dire. Imaginons qu'elle est attachée, qu'elle vous regarde à peu près 7 heures de contenu par mois de votre série, voire plus, ou plus. Et bien là, on est sur une dynamique qui est tout autre. Parce que c'est comme ça qu'on peut créer un effet communautaire. Et grâce à cette personne qui est, on va dire, qui est charmée par votre marque, là, on n'aura plus besoin juste d'une ad pour pouvoir la convertir. On aura besoin de simplement lui dire par email ou simplement faire une story dans les stories de ces personnes-là ou la story de votre marque à vous, donc Oraskin. Si on a juste une story qui est postée par une de ces trois personnes, et bien là, on a directement une conversion. Donc là, c'est plus du tout une histoire de convaincre le client, c'est simplement une histoire de le faire rester sur le long terme. C'est-à-dire que là, le but, c'est de le faire rester non pas sur un mois, mais sur 2, voire 6. Et même aller plus loin. Le but, c'est toujours aller plus loin dans la rétention client. Regardez Apple, par exemple. Apple, eux, ont une rétention client qui est d'au-delà de 1 an, qui est vraiment
proche des 10 à 15 ans. Donc on est vraiment sur une rétention client forte en termes d'exemple là, sur Apple, mais le but c'est toujours aller plus loin en termes de rétention client. Et donc le but, pour essayer de stimuler un peu ce côté LTV, pour stimuler sa LTV, pardon, c'est d'avoir une progression, feedback, reconnaissance, faire du produit une porte d'entrée, mais pas juste une fin. C'est-à-dire que le produit, une fois que vous l'avez acheté, c'est une porte d'entrée pour un meilleur écosystème. Le but, c'est de déployer des cercles, des programmes, des services adjacents. Et les services adjacents, ça permet tout simplement dans votre écosystème de proposer plus de solutions et de faire rester plus longtemps votre persona client. Et donc on ne vend plus une crème, on accompagne une transformation. La valeur ne vient plus du produit seul, mais de l'écosystème autour. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire rester un client. C'est de créer un écosystème dans lequel il soit gagnant. Parce que évidemment, ce qu'il y a, c'est vos petites crèmes. Hop, tac. Ici, on a les petites crèmes. Donc ça fait partie de l'écosystème. Et cet écosystème, c'est ici que votre client va rester. C'est-à-dire qu'il va rester pour regarder votre contenu, qu'il va rester pour, juste parce qu'il aime les influenceurs, qu'il aime toute la diversité du contenu qu'apporte chacun des influenceurs, mais aussi qu'ils aiment votre produit. Donc l'écosystème, c'est pas seulement juste le produit ou sa consommation, c'est littéralement l'effet communautaire qu'il y a autour de ça. Et donc c'est comme ça que vous arriverez à faire rester un client. C'est-à-dire que le client, il va pas juste rester parce que vous avez des abonnements en place, que vous avez des bons bundles ou des bons emails ou des bons cross-sell. C'est parce qu'il va voir littéralement un écosystème dans lequel il peut évoluer gratuitement, c'est-à-dire avec le contenu organique. Et c'est comme ça qu'il va vraiment adhérer à votre marque. Et en plus, il y a le côté produit et service adjacent que vous pouvez mettre autour du produit. Donc c'est comme ça que vous pourrez vraiment scaler votre LTV. Donc LTV au first purchase, on est environ, si on prend le cas de la conversion actuelle, la conversion qu'on a bien changée, on serait sur un first purchase de environ 90 euros. Et si la LTV, elle augmente d'un facteur 10 voire 20, là déjà d'un facteur 10, la LTV, on peut aller chercher les 900 euros. 900 euros par client, c'est énorme, c'est une dynamique tout autre comparé à juste un client égale 90 euros. 90 euros, c'est bien en first purchase, ne me méprenez pas, pardon. Mais 900 euros, c'est évidemment une dynamique qui est différente. Parce que là, on serait plus sur 68% de marge brute, mais littéralement, un coût d'acquisition client, s'il est à 60 euros, 60 euros, ça paraît beaucoup en termes d'acquisition client quand notre panier moyen est de 90 euros. Par contre, quand la LTV est de 900 euros, là, on n'a absolument aucune contrainte. C'est-à-dire que le coût d'acquisition client, il peut même monter à 120 euros, c'est-à-dire doubler, et on n'aura toujours aucune pression au niveau marketing. Et donc pareil, nous ce qu'on veut, c'est essayer d'aller chercher les 1800 euros, parce que 1800 euros, évidemment par client, c'est toujours mieux que 900 euros. Bref, ça c'est un calcul mathématique très simple, mais le résultat c'est que la dépendance à l'acquisition est divisée par 2 ou 3, et donc c'est comme ça qu'on peut vraiment aller chercher du scale. Et le business est un business évidemment beaucoup plus stable. Donc en termes de vision, parce que maintenant qu'on a compris la rétention, qu'on a compris la stratégie organique, là on sait les fondations d'une marque qui peut vraiment scaler à l'avenir. Mais maintenant, la question, il faut la poser au fondateur. Parce que ce qui arrive, c'est la vision. Qu'est-ce que tu veux pour ta marque au long terme? C'est ça la question que je pose en général à mes clients, à ce stade-là de la réalisation de stratégie. Et donc l'intuition spontanée, c'est ah oui, on va faire 10 millions, ou alors on verra plus tard pour une revente, ou alors on optimise les bidas à court terme. Moi, ce que je veux comprendre, c'est exactement la vision qu'il y a après ces gros chiffres, entre guillemets. Parce que c'est facile de mettre des petites milestones quand on commence. Quand on commence, en général, les milestones, c'est simple de les mettre. C'est-à-dire, on veut les premières 100 commandes, les premiers 10 000 euros de vente, les premiers, je sais pas, 100 000 euros de vente. Ces petites milestones, entre guillemets, enfin, ces milestones qui sont conséquentes, ne me prenez pas mes mots, mais par contre, ce sont des milestones qui sont simples à mettre en place au début. Par contre, une fois qu'on arrive au-delà du million, au-delà du 1, 2, 3 millions, on ne sait plus trop où aller. Et donc, on fait des milestones en fait, qui sont un peu approximatifs. Par exemple, on dit on veut faire 10 millions, ou alors on verra plus tard pour une revente, on optimise les bidas. Ça, c'est une erreur fatale, parce que scaler un business non lisible pour un acquéreur, là, c'est totalement débile. Donc évidemment, moi, c'est pas vraiment ce que je recommande. J'aime pas trop l'idée de vendre un business à un fonds d'investissement ou vendre un business à simplement des VC. Par contre, si c'est votre choix,
C'est pour ça, si c'est votre choix, il est important d'avoir une bonne vision. Et donc c'est là où je vais vous guider aujourd'hui dans cette fin de session stratégique. C'est que là où il faut aller, c'est essayer de construire un business qui soit compréhensible, duplicable et surtout décuplé du fondateur. Alors évidemment, quand on commence à aller chercher le million de chiffre d'affaires par an, on commence à bien déléguer, mais malgré tout, il y a certains clients, certains de mes clients qui ont encore énormément de dépendance à leur business. C'est-à-dire que, enfin, leur business plutôt est dépendant d'eux. Et ce qu'on veut, c'est au plus, au mieux, euh, dissocier le fondateur de l'exécutif. Et on veut que le fondateur il soit juste sur le côté stratégie. Et donc le côté stratégie, c'est pas qu'il est duplicable, parce qu'évidemment le fondateur a toujours une meilleure vision que d'autres personnes qui sont un peu en dehors du sujet. Par contre, le côté stratégie, ça peut être drivé par la data, et c'est comme ça qu'on peut prendre la main, entre guillemets, en tant que fonds d'investissement, et non pas juste avoir une dépendance forte du fondateur. Alors évidemment, le côté stratégie, le mieux c'est de l'éclaircir et d'avoir vraiment énormément de milestones devant nous. C'est-à-dire qu'il faut essayer de visionner un peu son business sur les 5 prochaines années à partir de maintenant. C'est comme ça que vous pouvez à peu près avoir un business qui soit décuplé du fondateur en fait. Juste élaborer une roadmap de maintenant aux prochaines 5 années. Ensuite, il faut raisonner en actifs, communauté, data et marque satellite. Donc c'est-à-dire que il faut essayer de faire grandir sa communauté, faire grandir son pool de data, donc toujours essayer d'améliorer ses chiffres et surtout ses collectes de données vis-à-vis de ses clients, comme ça au moins, plus on en sait en fait sur nos clients, mieux on pourra segmenter nos email sequences à l'avenir, et surtout ça nous permettra d'avoir tout simplement des bases de données qui soient, euh, qui soient stimulables, en tout cas qui soient actionnables. Le but, c'est de préparer des options de consolidation sectorielle. Et donc, la consolidation sectorielle, ça peut être racheter la verticale du business. Donc, simplement racheter l'entreprise qui réalise des bouchons, racheter l'entreprise qui fait, qui fait les commandes, racheter l'entreprise qui est dans la livraison, peut-être. Ou tout simplement essayer de voir tout simplement soit dans la verticale, soit carrément autre part au niveau des services pour votre business, les services auxquels vous adhérez avec votre business, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la consolidation sectorielle, ça vient par le rachat. Ça vient par le rachat d'autres entreprises qui sont satellites à votre marque, qui soit aident votre marque, soit votre marque est dépendante de leur service ou tout simplement de leur existence. Ensuite, il y a l'entrée en private equity minoritaire. Bon, ça c'est intéressant. Moi, évidemment, c'est ce que j'ai dit juste en début enfin, avant qu'on attaque cette partie-là, c'est que le rachat, en général, c'est pas forcément la meilleure des intentions, parce que ça montre que vous êtes là juste pour l'argent. Et en réalité, ce qu'on veut, c'est des fondateurs qui sont vraiment là pour l'idée, parce que ça permet d'avoir une ambition beaucoup plus grande et surtout une envie beaucoup plus grande. Ensuite, créer volontairement des lignes de revenus adjacentes et une optionnalité stratégique. Donc, c'est-à-dire que les lignes de revenus adjacentes, c'est simplement, comme j'en ai parlé, ça peut être le côté création de contenu organique. C'est ça qui peut permettre de driver du revenu. En revenant à l'exemple du guide Michelin, par exemple, le guide Michelin peut être vendu à énormément de personnes, ça peut être licencié à d'autres entreprises, le droit de trouver des étoiles du guide Michelin, ou tout simplement essayer de trouver d'autres lignes de revenus adjacents. Donc ça peut être aussi la réalisation d'abonnements. Donc j'ai écarté l'idée au côté rétention, mais ça peut être évidemment le cas d'avoir un abonnement qui soit mensuel évidemment, ou alors un engagement sur l'année pour chacun des clients pour des services premium par exemple, des expériences premium ou des accès privés à des events spéciaux, des events qui sont vraiment enfin, proches de la marque, c'est-à-dire qui vous permettent de vous rapprocher de la marque et d'avoir un accès vraiment légitime et cohérent vis-à-vis de la consommation de vos produits. Le CA ne devient pas, le CA devient un outil et pas juste une finalité. Et donc l'estimation chiffrée sur 3 à 4 ans, je pense qu'une marque comme ça, elle peut passer de 8 à 15 millions et littéralement de dépasser n'importe quelle concurrence si elle s'intègre et si elle s'impose au niveau de la stratégie organique. Donc le multiple, on peut aller sur x4 ou x7 selon la structure. Et la valorisation possible, je pense que EV, l'enterprise value, on peut atteindre entre 30 et 80 millions. La différence clé, c'est que c'est plus une marque D2C, c'est un actif stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste sur une marque qui est uniquement dépendante sur le canal méta. Là, on est sur une marque qui est littéralement plus
que présente au niveau organique, mais aussi qui devient omnichannel, parce que peut-être que j'en ai pas vraiment parlé, mais l'idée c'est évidemment de maîtriser un canal. Donc moi, la stratégie que j'ai réalisée, elle est évidemment faite sur le court terme, on va dire. C'est les actions réalisables sur le premier, deuxième et troisième trimestre après la réalisation de cette stratégie, en termes de chronologie un peu. Mais ce qu'on veut, c'est qu'au long terme, on devienne omnichannel. Et une manière de faire du omnichannel, c'est de maîtriser un canal et ensuite passer à un autre. Et maîtriser un canal, ça implique de comprendre la dynamique des ads, comprendre la stratégie organique à employer sur ce canal en précis, et ensuite, une fois qu'on a compris les ads de ce canal ainsi que la stratégie organique associée aux ads, les différentes dynamiques qu'il y a entre eux, avec les différentes pre-landing, ensuite redirigées vers les conversions, et bien là, ensuite, on peut passer à un autre canal. Un canal TikTok, un canal Google, un canal etc. etc. Le but, c'est de toujours passer à un autre canal si on a maîtrisé le précédent. C'est simple. C'est comme ça qu'on réfléchit et qu'on fait du scaling de manière intelligente. Parce que quand on maîtrise un canal, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes données. Tandis que si on ne maîtrise pas le canal et qu'on passe directement à un autre, on va juste dépenser des frais, enfin on va faire des dépenses publicitaires dans le vide, et c'est comme ça qu'on va manger nos marges inutilement. Donc voilà. C'était ma stratégie sur le long terme d'une marque fictive qui est dans le soin et dans le soin et dans le cosmétique premium. Et l'idée, c'est simplement de comprendre qu'une stratégie comme celle-ci peut permettre de vous faire passer de 1 million de chiffre d'affaires à 15 à 20 millions de chiffre d'affaires par an. Et donc j'espère que cette stratégie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et merci beaucoup d'être resté jusque-là. Merci.